Donc bienvenue sur cette conférence, cette table ronde sur la qualité d'air intérieur. Euh, donc, euh, donc je pense que voilà, je sais pas si vous connaissez tous le contexte, tous le sujet. Effectivement, la qualité d'air intérieur, c'est un sujet qui a été boosté par la crise Covid et toute la réglementation qui s'est mise en place, qui préexistait, mais qui a été un petit peu renforcée au-delà de la crise Covid. On va en parler. On va en parler avec les intervenants pendant la table ronde. Donc c'est vrai qu'en qualité d'air intérieur, on pense beaucoup, et c'est aujourd'hui beaucoup focalisé sur le CO2, mais c'est aussi bien plus complexe que ça. C'est complexe dans la captation, c'est complexe dans les réseaux, c'est complexe dans la mise en place, dans l'analyse. Donc voilà, on a deux intervenants qui vont se présenter rapidement leur société et la raison de leur présence aujourd'hui pour témoigner. Je vais passer la parole à Bruno. Merci Jérôme. Bon, merci à tous d'être présents sur cette thématique qui est importante. Merci à Emmanuel et Jérôme de nous avoir invités sur ces points. Donc nous, on est pur acteur du logiciel, donc on est vraiment spécialisé sur le traitement des données de ces capteurs pour les mettre en phase avec un certain nombre d'applications d'une certaine manière dans la vraie vie, enfin liées à la réglementation. Ce monsieur de Vinci en parlait tout à l'heure, la réglementation est importante. En l'occurrence, il n'y a pas non plus que le décret BACS ou le décret tertiaire, il y a aussi des décrets sur le suivi, la supervision de la qualité de l'air intérieur, notamment dans les établissements recevant des mineurs, c'est important, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, qui nécessitent à la fois de récupérer effectivement, enfin de mettre des capteurs connectés, parce que c'est du vrai monitoring, d'avoir toute l'infrastructure nécessaire pour remonter ces données, et puis de les traiter et de les mettre en phase avec des guides d'application qui sont parfois un peu lourds, comme le guide d'application du CEREMA qui fait à la base 160 pages et qui doit permettre une mise en conformité réglementaire telle que le souhaitait le législateur. C'est une partie de notre métier. Bonjour à tous, merci d'être là, merci à tous pour l'accueil. Donc moi, Marc Lafont, je suis chef de projet expert IoT chez Alsatis, et moi je fais faire la couche complémentaire, on va dire, à Pando 2 à l'applicatif, c'est la partie réseau. On déploie du réseau radio privé, donc LoRaWAN ou Multi-Technologie, et j'ai une ancienne casquette d'un fabricant aussi de capteurs de qualité d'air, donc on pourra aborder certains points. Merci. Donc ma première question, ça va être plutôt pour Bruno, mais comme Marc, tu as un bon background aussi, n'hésite pas à rebondir. Donc ça va être justement sur, bon, tu en as déjà un peu parlé, mais que tu nous précises justement tout ce contexte réglementaire et comment ont évolué, quelle a été la genèse en fait des premiers projets de QAI et comment les contraintes, les exigences ont évolué depuis ces dernières années. Alors c'était un vieux marronnier français, ou un vieux serpent de mer, la qualité de l'air intérieur. Ça existe depuis fort longtemps au niveau réglementaire. C'est tout ce qu'on appelle la supervision et le suivi de la VLEP, les valeurs limites d'exposition professionnelle. Et le législateur, dans le contexte de la loi Grenelle, a souhaité effectivement appliquer à un segment important les juniors, donc tous les établissements recevant des mineurs, une application plus stricte de ces décrets antérieurs qui oblige chaque année tout établissement recevant des mineurs, et théoriquement, mais ce n'est pas encore en application, les seniors également. C'était théoriquement au 1er janvier 2025, ça a pris un petit peu de temps, peut-être plus compliqué à mettre en œuvre, d'évaluer chaque année la qualité de l'air intérieur d'un échantillon de leur pièce. Donc tout établissement recevant des mineurs, quel qu'il soit, est assujetti à cette réglementation. C'est très vertueux, parce qu'en fait, et ça nécessite et c'est toutes les différences et l'intérêt effectivement de l'IoT, ça nécessite d'avoir une lecture à mesure directe du taux de CO2. Donc là, par exemple, on est à 968 ppm. C'est pas mal. Bon. En dessous de, voilà, théoriquement, à 400 ppm, tout va bien. C'est l'extérieur. À 800 ppm, ça commence à être un petit peu plus dense. À 1500 ppm, le législateur souhaite aujourd'hui réellement qu'il y ait une ventilation.
nécessaire. Et donc ça, il fallait que tout le monde en prenne conscience dans les établissements recevant des mineurs. Donc ils ont imposé dans un premier temps, non pas une mesure en continu. Certains, pour des décisions politiques, vont effectivement, ou le souci de leurs citoyens, vont sur cette instrumentation en continu. Mais au moins, dans chaque établissement, chaque année, on doit tourner dans cet échantillon pour faire une évaluation des moyens d'aération. Est-ce que tout fonctionne bien ? Est-ce que les systèmes de ventilation fonctionnent bien ? Et une lecture à mesure directe du CO2 pour en parler avec les mineurs et avec le corps enseignant de manière générale. Donc, si je vois ce point, je suis à la fois en mesure de constater, effectivement, comme dit Emmanuel, ça monte, on est déjà à 1082, mais on arrive souvent à voir des contextes, par exemple dans des lieux de petite enfance, des crèches, où on a des dortoirs qui montent à 5000 ppm. 7000, 10 000 ppm parfois. Ce n'est pas de leur faute, simplement ils ne le savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte. À ces seuils-là, on respire 1%, voire 2% de l'air exhalé par toutes les autres personnes, chacune des personnes qui sont dans une salle. Donc cette réglementation, elle est importante et il fallait effectivement une instrumentation à un moment donné et qui soit si possible connectée de manière à pouvoir la suivre pour que tout le monde en prenne réellement conscience. Donc ça n'a pas pour vocation d'être pénalisant. Le législateur a souhaité que ça soit pédagogique. Et ça permet à tous ces établissements de prendre la mesure, effectivement, et l'importance de la ventilation et de leur qualité d'air. On n'est pas encore à instrumenter, sauf dans certains cas particuliers, des particules fines, des composés organiques volatiles. Ça arrive petit à petit, mais encore une fois, ce sont des réglementations lourdes et il faut déjà arriver à les appliquer. Et il fallait aussi les suivre dans le temps. Et pour les suivre dans le temps, on peut toujours le faire sur un bout de papier ou sur un tableur Excel, mais il faut vraiment des logiciels qui permettent de suivre cet autodiagnostic sur un lieu, 5 lieux, 10 lieux, 500 lieux, comme on peut l'avoir par exemple quand on traite effectivement ces données sur des grandes régions. Merci Bruno. Du coup, tu l'as évoqué dans la présentation, Marc, c'est toute la partie captation de ces données. Donc, ce qui est bien, c'est que on est souvent dans des écoles, des EHPAD, des lieux qui accueillent du public. C'est assez facile à installer. Il y a quand même des challenges techniques, j'imagine, à mettre en place pour avoir une bonne captation. Quelles sont les solutions possibles? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et qu'est-ce qui marche? Tout marche. Plus ou moins bien. Après, donc, on va dire dans notre vision, nous, on déploie des réseaux, on va dire outdoor départementaux, avec une qualité de service et un niveau de seuil indoor qui permettent l'installation, on va dire, quasi systématique sur de l'indoor. Et après, il y a plusieurs solutions. On a des solutions fermées associées avec un applicatif où il y a un réseau, on va dire, indoor dans le bâtiment. Et après, là, je vais parler pour ma paroisse, c'est du LoRaWAN. Après, il existe effectivement d'autres technologies. Ça va jouer surtout sur les capteurs connectés, on va dire sur le niveau de batterie, sur le pas de relève. Après, je pense que j'ai passé la main à Bruno sur l'exigence et le besoin en termes de besoin, de pas de mesure, le nombre de données. Et ça va aussi qualifier le mode de communication. Oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, tout marche. Alors, quand on va dire tout marche, encore une fois, c'est aussi une question nationale. En l'occurrence, quand on nous parle de réindustrialisation ou de souveraineté des données, tout marche, mais on a une filière d'excellence en France qu'il faut réellement porter, que ce soit au niveau des fabricants de capteurs France ou Europe. Il faut avoir des données qui soient fiables. On n'achète pas un capteur de qualité de l'air sur Amazon. On en a vu. Le truc qui fait rouge, orange, vert. Ah ouais, mais on est conforme à la réglementation. Non, parce que le CSTB a imposé effectivement d'avoir des matériels qui soient avec un vrai capteur, NDIR, simple bande ou double bande, qui donne une vraie valeur à un moment donné. Par ailleurs, dès que c'est connecté, on sait bien effectivement qu'il peut y avoir aussi des fuites de données. Nous, par ailleurs, on développe des piles d'intelligence artificielle au-delà
de ces points purs de qualité d'air intérieur, on sait qu'avec ces données de capteurs, très clairement, on va avoir une analyse du taux de fréquentation de la pièce, parce que ça va coupler aussi le CO2. Donc on sait combien on est dans cette pièce, uniquement à partir de ce type de capteur. On sait combien on est resté. Donc ça va servir pour faire de l'optimisation énergétique derrière, pour faire plein de choses. Mais il faut avoir effectivement un bon matériel, il faut avoir une infrastructure, parce que ça coûte moins cher. Donc tout ça, c'est des deniers de l'État et du citoyen. Donc si on a une bonne infrastructure, effectivement, elle va bien fonctionner aussi, elle va permettre de remonter ces informations. Quand c'est fait par des prestataires externes, parce qu'il y a beaucoup de départements ou de régions, de collectivités territoriales, quels qu'ils soient, qui n'ont pas les moyens en interne, dans leur direction des services techniques ou pédagogiques, de le faire, elles vont passer des appels d'offres, elles vont le faire par des grands acteurs comme AC Environnement, ADX, Sapient, Inspira, qui vont couvrir le territoire. Eux, ils vont pas mettre du capteur en continu, ils vont se balader avec une mallette et des capteurs qui vont venir poser pendant ces 2 heures réglementaires ou cette semaine réglementaire. Il faut que ça soit immédiatement capable de communiquer. On a un contexte national qui est excellent. Maintenant, qu'est-ce qui marche ? Il faut surtout qu'il y ait une vraie volonté politique à un moment donné. Et on le voit très clairement. La qualité de l'air aujourd'hui, c'est un enjeu que tous les élus s'approprient de plus en plus. Cette volonté de donner les informations aux citoyens, c'est eux qui la portent. Merci. Parlons du coup. Capteur, c'est quand même la base, vraiment l'élément central qui permet de remonter cette donnée-là à travers les réseaux. Il y a effectivement beaucoup de choses qui existent sur étagère. Hein. C'est un des capteurs, je dirais, le capteur de confort, CO2, température, humidité. Le plus développé, le plus présent chez effectivement la filière française, européenne, pour celui que tu présentes là. Comment avez-vous, j'imagine, vous avez déployé un certain nombre de projets QAI, chez Pando, c'est votre cœur de métier, bien sûr, Alsatis à travers les collectivités. Comment vous faites le choix comment avez-vous qualifié finalement les données de ces capteurs? Est-ce que vous avez comparé? Est-ce que vous avez regardé justement les problèmes d'autonomie de batterie? Parce que un capteur qui tient 1 an, un capteur qui tient 5 ans, quelle a été votre démarche dans ce sens-là? Et aussi, on en parlait, la pose est importante. Il y a des critères pour que ce soit à hauteur d'enfants ou pas. Ça, on est dans des lieux qui accueillent du public. C'est des capteurs qui peuvent être aussi dégradés, volés. Comment avez-vous géré cette partie-là de qualification, de choix du capteur et puis de contexte de déploiement? Alors, sur le point strictement réglementaire, d'une certaine manière, on n'a pas eu à le faire, puisqu'encore une fois, on a la chance en France, parfois c'est lourd les réglementations, mais en même temps, on a des gens qui font ça très bien. Donc le CSTB avait qualifié déjà un certain nombre de capteurs, et il continue à le faire. D'où effectivement la présence, surtout les bureaux d'études, d'un capteur qui en l'occurrence est le Classer de Pyrescom depuis toujours, qui avait été utilisé par le CSTB. Donc effectivement, pour tout ce qui est bureau d'études, la question ne se pose pratiquement pas. C'est effectivement du Classer de Pyrescom. Ça tombe bien, c'est un produit français, d'un excellent partenaire, etc. Bon, donc tout va bien. Sur ces points, on peut très bien utiliser effectivement d'autres types de capteurs à partir du moment où ils répondent aux recommandations minimales du CSTB. Le CSTB a fixé. Donc effectivement, s'il y a à un moment donné une analyse de qualité d'air qui est faite avec un autre type de capteur qui ne répond pas à ces normes, out. Ou en tout état de cause, la mise en conformité ne sera pas probante et sera potentiellement attaquable, par exemple par la PMI ou d'autres instances régionales sur ce point. Maintenant, nous, pour la qualité des données qui est derrière, il se trouve qu'on a fait beaucoup de recherches scientifiques. On a un directeur de la R&D qui vient du CEREMA, qui a beaucoup travaillé avec effectivement avec le CSTB, avec le CEREMA, avec l'ADEME. On a lancé des expérimentations avec l'ESTP, l'École supérieure des travaux publics, pour comparer des capteurs de métrologie extrêmement fine avec ces capteurs de qualité d'air et voir les potentielles dérives. Il y en a, elles sont infimes, véritablement infimes aujourd'hui. On sait les redresser. C'est aussi l'intérêt effectivement de développer du machine learning et du deep learning. On sait redresser ces données, mais objectivement, les capteurs sont de bonne facture.
Donc du coup, de notre côté, effectivement, chez Alsatis, on accompagne les collectivités dans leur déploiement, on va dire, de réseau, mais aussi sur les cas d'usage et sur de la préconisation de capteurs. Donc, je suis un ancien de chez Pirescom, donc c'est assez, on va pas se mentir. Donc effectivement, tout ce qui va être mesure petite enfance, junior, d'office, la première préconisation, c'est un classeur Pirescom raccordé LoRaWAN. Après, de notre côté, avec nos équipes aujourd'hui IoT, ça va être plus du test réseau dans la liste de capteurs CSTB ou reconnus. Ça va être test réseau, si ça accroche bien le réseau, est-ce qu'ils sont résilients, comment, enfin voilà, le comportemental, comment ils redémarrent, les changements de batterie, préconiser des capteurs effectivement où on peut changer la batterie, où on n'est pas dépendant de repasser chez le fabricant, des batteries faciles à changer. Il y a l'autocalibration et un choix de calibration en sortie d'usine. Donc effectivement, chez Pirescom, il y a l'autocalibration, il y a la calibration 1 point ou la 3 points Cofrac. Tout dépend du besoin en mesure derrière. Et c'est exactement pareil. On va dissocier pour moi dans les projets ce qui va permettre un suivi de la qualité de l'air ou si c'est vraiment pour faire du réglementaire. Et du coup, ça restreint fortement comment dire, la liste de capteurs. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir les modes de pose surtout, voilà, respecter les implantations. Tout ce qui va être... Non, mais j'en vois... sur le point, et effectivement, malheureusement, une bonne partie des capteurs qui ont été subventionnés au moment du Covid. Il y a eu une grosse subvention. On continue à travailler beaucoup avec les pouvoirs publics, effectivement, pour recommissionner ces capteurs. Déjà parce que le Covid, c'est pas terminé, hein, on le voit, il y a toujours une recrudescence. Et encore une fois, ces facteurs de propagation sont importants. Je le dis, je le redis, mais quand on est à des niveaux de 2000, 3000, 5000 ppm, je vais respirer X% de tout ce que les gens exhalent. Donc effectivement, quand on a des contaminations multiples, à un moment donné... on comprend effectivement le poids important de la qualité d'air sur ce sujet. Après, sur les termes d'intégration et de pause, je sais pas, je me semble qu'il y a une question après sur les anecdotes. Est-ce que j'y vais tout de suite ou j'y vais tout de suite. Donc en gros, on va dire dans l'implantation dans une pièce et le choix, c'est aussi le niveau, on va dire à minima de visite et d'étude. Non, mais c'est facile. De qualité d'air, on met un double face, on met 2 vis au mur, on le pose. Mais on le pose où? C'est vraiment la question. Parce qu'on en voit à côté des fenêtres, proche d'une source de lumière, donc la sonde CO2, hein, j'en ai déjà vu au plafond. Ah non, mais au moins on ne nous les volera pas. Ouais, mais la mesure est complètement fausse. Enfin voilà, il y a ce choix, mur chaud, mur froid, protection. Si, les protections, hein, des petites grilles, ça m'est déjà arrivé, effectivement. Donc... Alors, encore une fois, on n'a pas tant de questions que ça à se poser parce que le CSTB a vraiment très bien travaillé. Et le CEREMA, qui a l'habitude de faire ses guides d'application, qu'il faisait pour les diagnostics immobiliers aussi, a fixé des normes qui sont relativement compréhensibles. Maintenant, il faut que les gens sur le terrain, effectivement, le fassent. Quand on continue un petit peu, quand on progresse, parce qu'effectivement, le CO2, c'était déjà très très bien, parce que c'est la base. Quand on va dans des labellisations de bâtiments tertiaires plus importantes, je pense à du LEED, à du WELL, à du R7. Là, on est sur des analyses de polluants beaucoup plus fines, des particules fines, PM2,5, PM4, PM10, sur le WELL, du monoxyde de carbone. Ces grands labels, à un moment donné, ont fixé, pas la peine de réfléchir beaucoup, des règles très précises sur la densité, les endroits où il faut le poser. Il faut juste le faire. Il faut juste le faire et effectivement s'assurer. C'est tout l'intérêt effectivement de la partie supervision, d'avoir une bonne infrastructure, d'avoir un suivi logiciel derrière, que tout ça fonctionne bien dans le temps. On aura l'occasion d'en reparler sur les GTB ou sur d'autres systèmes de supervision. On sait bien que si tu installes à un moment donné un système et que tu n'es pas là par la suite pour le suivre, à un moment donné, il ne va plus réellement être adapté à la valeur d'usage du lieu. Donc il faut effectivement simplement le suivre et avoir la volonté de le suivre et surtout avoir la volonté de communiquer les données derrière. Le législateur a imposé effectivement qu'il y ait une publication de ces données auprès de tous les citoyens que nous sommes, par exemple sur les établissements recevant des mineurs.
Je vous laisse imaginer à quel point c'est un point de discussion. Nous, on a fait la stricte application, c'est un point de discussion, bien sûr, avec tous les pouvoirs politiques à un moment donné. Ils s'en rendent surtout compte de l'intérêt de la qualité de l'air et de ces capteurs quand il y a des gros épisodes de chaleur où là, effectivement, les maires appellent pour nous dire est-ce que demain, j'ouvre mes crèches ou d'autres nous disent est-ce que je remets effectivement est-ce que je lance ma campagne de chauffe. Donc on voit bien que cette réglementation était extrêmement vertueuse parce qu'elle permet réellement de faire descendre une instrumentation dans des endroits où habituellement on n'avait pas ce type de data, parce qu'on parle bien de data. Voilà, la qualité de l'air, le confort, c'est pas que la température. C'est la température, c'est l'hygrométrie, c'est le CO2. C'est une fine alchimie qui va permettre de dire à un moment donné, effectivement, je me sens bien. On est sur cette voie. Les directives européennes, la directive EPBD nous amènent des nouveautés. Bah oui, c'est vrai, c'est contraignant, c'est de la réglementation, mais au final, on se sent vraiment mieux. Merci. Je me permets juste de rajouter, parce que tu as attaqué sur les anecdotes et c'est toujours rigolo. Alors, on est à Montpellier, donc j'ai vu mieux que le plafond. J'ai vu un capteur posé par terre. Et donc, alors, je me disais pourquoi ils l'ont posé par terre. Alors, c'est un lieu public, vous pouvez tous aller le voir. C'est le musée Fabre à Montpellier. Vous rentrez dans la première salle et vous avez un classeur par terre. Donc pour eux, ce qui les intéresse, c'est l'humidité pour la conservation des œuvres, etc. Et en fait, quand on parle avec la responsable du site, elle dit, ben, en fait, le musée, il est classé. On n'a pas le droit de faire un trou dans le mur pour poser le capteur. Donc voilà. Donc ils ont peint le capteur, il est au sol. Mais bon, il a survécu quelques années. C'est pas mal. Mais voilà, on a mieux que le plafond, on a par terre. Quelle était ma question suivante? Donc on voit que ces capteurs, vous travaillez les algorithmes autour des données qui remontent, le CO2, la température, l'humidité, principalement. Il y a d'autres composantes qui sont disponibles. Alsatis, vous déployez multi-cas d'usage pour les collectivités. Est-ce que vous utilisez d'autres flux de données externes qui peuvent venir compléter justement l'analyse qui est faite pour expliquer pourquoi une qualité d'air intérieur peut être mauvaise? Alors je vais dire oui, mais je vais te renvoyer la balle parce que vu qu'on bosse sur ces sujets-là avec vos solutions, oui, on va un peu plus loin avec des capteurs qualité d'air extérieur. C'est vraiment à la demande avec les particules fines, des choses comme ça. Qualité d'air extérieur, je vais y arriver, des stations météo. Et après, le croisement, il est fait un peu sur vos... Nous, on est un peu moins sur l'accompagnement et sur le côté utilisation de la donnée. C'est vous qui l'affichez dans des dashboards, des choses comme ça. Il y a peut-être certainement moins d'analyse de données par rapport à ce que fait Pandou 2. Mais on propose et on accompagne, oui, justement. Il y a un croisement de données entre l'intérieur et l'extérieur. Souvent entre l'ensoleillement, le temps pluvieux, pas pluvieux, on a de plus en plus de demandes de collectivités qui cherchent à croiser multi-indicateurs, pas que sur la qualité de l'air, même si on est sur la qualité de l'air, mais de croiser par rapport à la météo, à la pollution ou des choses comme ça, l'indice de confinement ou des choses comme ça, la qualité dans les salles. Bruno, oui, justement, sur vous qui avez une plateforme métier très poussée. Ah non, mais nous, on est des malades. Ouais. On est malade parce qu'on vient de la data sur ces points-là. Alors, mais la première des données qui est ultra importante, c'est celle que vous nous apportez bien sûr sur toute la connectivité. Est-ce qu'au moins tous ces engins et tous ces objets communiquent? Parce que c'est vrai qu'on a un réseau qui est au top ou des réseaux qui sont au top, mais toute cette partie device management, pertinente, performance, SLA, je serais tenté de dire, service level agreement, comme on dit dans l'IT, elle est importante parce que si ton capteur il donne pas et il a des trous de données, ça le fait pas. Sur le CO2, encore ça peut passer. Sur les labels WELL, c'est juste impossible. Donc, faut quand même pas juste l'oublier. Cette fiabilité est importante. Et puis, on sait qu'effectivement, avec la pression de communication, je suis pas un spécialiste de ce point, mais on peut avoir à un moment donné des données qui pourraient être potentiellement erronées. Maintenant, nous, on intègre derrière des algorithmes et sur toute la partie IA, sur les données, de la donnée microclimatique locale.
Donc, au-delà des DJU qui permettent de comprendre dans un certain nombre de réglementations les degrés jour unifiés, comment est-ce qu'effectivement la réglementation thermique peut s'adapter à un bâtiment. On intègre toutes les données de Copernicus pour pouvoir croiser effectivement les données de qualité d'air extérieure très fines. On les traite beaucoup. Je ne vais pas tout décrire ici, ça serait trop long, déjà que je suis bavard, hein, tu sais. Donc voilà. Mais cette notion de microclimat, elle est vraiment importante. C'est aussi pour ça que le CEREMA, on a la chance d'avoir des gens qui viennent du CEREMA chez nous, qui ont travaillé beaucoup sur ces notions de microclimat urbain. Aujourd'hui, au-delà de la pollution, les îlots de chaleur deviennent enfin une vraie thématique. Donc les rejets de climatisation autour d'un bâtiment vont avoir également un impact. On est obligé de faire, et il y a assez peu de chercheurs même qui travaillent sur ces thématiques, ce qu'on appelle de l'optimisation multicritère à un moment donné, pour comprendre bien au-delà de la réglementation comment est-ce qu'on va pouvoir adapter un contexte bâtimentaire avec son environnement qui lui-même est changeant. Un épisode de chaleur. Bon, je construis un bâtiment, comme disait ce monsieur à un moment donné, dans une zone où je rénove un bâtiment. Je rénove ce bâtiment, mais il va avoir un impact direct sur les bâtiments qui sont tout autour d'eux. Ça devient d'une véritable, je ne vais pas dire complexité, parce que, enfin, il n'y a pas nécessairement d'algorithmie dessus, mais l'optimisation multicritère, bah ouais, pour le coup, il faut de l'IA. Voilà, il faut vraiment de l'IA et il faut du machine learning, du deep learning, du reinforcement learning. C'est pas l'IA générative. Je ne suis pas encore tout à fait à dire allô Pando, on n'en est pas loin sur mon bâtiment. Mais il faut vraiment traiter ces données. D'ailleurs, c'était un retour de nombre de collectivités qui, à un moment donné, disaient ouais, c'est super, on nous a donné de l'argent, on nous a subventionné des capteurs et tout. Mais en fait, on n'est pas sûr de savoir si la donnée, elle est bonne. Ils l'ont tous dit. Donc, effectivement, on s'est tous dit, enfin, on est un certain nombre gens sérieux, à se dire, OK, on va travailler effectivement de cette donnée pour sécuriser les investissements que font tous ces territoires connectés et durables. Après, il y a beaucoup aussi je vois de pédagogie. On avait installé, équipé une université. Toutes les pièces et tous les amphis de l'université étaient dotés d'un capteur Classer avec une fiche pédagogique. Et il y avait eu une newsletter, un accompagnement sur de la sensibilisation au niveau de seuil. C'est des capteurs pédagogiques. Après, vous regardez pas. Mais il y a quand même des actions qui se mettent en place. Là, j'ai changé dernièrement avec des collectivités qui sont dans un choix entre est-ce qu'on fait de la campagne, est-ce qu'on investit sur du capteur connecté et voilà, mesure en continu, on applique les règles CEREMA, CSTB, 3 capteurs, 4 capteurs répartis qui peuvent bouger. Et après, il y a quand même la notion de qu'est-ce qu'on fait. C'est bien d'avoir des indices, c'est bien d'avoir du suivi. Est-ce qu'on évacue, est-ce qu'on aère? Il y a aussi, on va dire dans les anecdotes, souvent les gens qui utilisent les bâtiments qui vont se plaindre parce que du coup, maintenant, ils voient la sonde, ils comprennent pourquoi ils ont froid parce que les températures sont basses, il y a beaucoup d'humidité, c'est peut-être mal ventilé, le CO2 monte quand il y a la LED rouge activée, donc arrive en ayant fait on va dire une période chez un fabricant, toutes ces choses-là, on nous demande des fois sans écran. On va vous demander d'inhiber les LED. Quelque chose qui fait rouge, ça fait peur à tout le monde. Donc sur les actions derrière, il y a un peu tous ces leviers, je pense aujourd'hui, à peut-être à accompagner en plus, parce que c'est vrai que les cahiers des charges CSTB, CRMA, c'est très complet sur la pose, sur qu'est-ce qu'on en fait. Il y a peut-être, je pense, un accompagnement sur les mesures. Oui, il y a des grands spécialistes. Hein. C'est pour ça que on a des collectivités territoriales qui, j'allais dire, qui s'équipent et qui sont accompagnées par des partenaires comme on peut avoir nous, Ispira, Sapient, AC Environnement, ADX, etc., qui vont faire la prestation. Il faut effectivement, il faut qu'ils comprennent. Mais et après, en fait, c'est le et maintenant. C'est-à-dire la base, c'est quand même à un moment donné d'appliquer cette réglementation, déjà, parce qu'on en voit effectivement les effets vertueux. Allons-y effectivement étape par étape. On sait effectivement à quel point les décrets sont importants en France.
même parfois pour gouverner l'État, et quand on n'a pas de budget sur ces points. Donc, mais c'est une plaisanterie. J'ai X appels d'offres qui ont été lancés sur la qualité de l'air intérieur, qui ont été attribués depuis l'année dernière, qui, faute d'un budget opérable, ne peuvent pas être lancés par les collectivités territoriales. J'avais eu une expérience en Suisse où sur la qualité d'air, ils faisaient beaucoup de recherches. On utilisait du coup avec les sondes de température, c'était asservi ils avaient des huisseries pilotables, des produits finlandais ou choses comme ça, où tu avais les bouches d'aération où les débits gros s'adaptaient par rapport à ces niveaux de seuil. Il y avait même les fenêtres qui s'ouvraient. Elles peuvent s'ouvrir, elles sont pilotées. Donc ils asservissaient ça à ça et ils complétaient avec des plantes vertes grasses qui mangent du CO2 et ils faisaient des tests justement comparatifs avec les sondes, voir qu'est-ce que ça pouvait apporter dans une salle de bain, quand il y a des forts taux d'humidité, des choses comme ça sur la qualité d'air. Alors sur l'innovation, moi je dirais côté capteur ou côté mesure, un de mes chevaux de bataille depuis longtemps c'est le radon. Par exemple, parce que c'est quand même la deuxième cause de mortalité par cancer du poumon après le tabagisme. Et effectivement, la mesure du radon et la mesure en continu du radon, au-delà du mode campagne, est importante. Donc effectivement, on commence à avoir maintenant des matériels qui peuvent être des micro-capteurs, qui sont installables, et ça, c'est vraiment important. Les particules fines aussi. On voit le méthane, mais on voit les labellisations environnementales, enfin, de qualité de vie de type WELL évoluent beaucoup. C'est vrai que si on avait aussi de plus en plus de capteurs, je discute avec un certain nombre de nos excellents camarades, hein, bah ouais, la particule fine, au-delà du composé organique volatile, c'est important. Parce que du coup, tu sais aussi, quand tu actives tes ouvrants, ce qui rentre de l'air extérieur dans l'air intérieur. Il va y avoir une notion de contrôle vraiment importante. Donc il y a quand même encore aujourd'hui de l'innovation réellement au niveau des capteurs et les fabricants font un grand travail pour qu'on puisse équiper les risques de légionellose, par exemple. Hein. Ce n'est pas de la qualité de l'air. Mais bon, le différentiel de pression sur les caissons de ventilation, tu connais bien, c'est à la fois beaucoup d'argent économisé pour les bailleurs sociaux, mais c'est aussi de la paix sociale, clairement. Parce que on sait que la qualité de l'air, quand on vient de ce secteur, moi je suis un ancien du diagnostic immobilier, hein, sur ces points, c'est la mère de toutes les pathologies du bâtiment. C'est la mère de toutes les pathologies du bâtiment. Donc avant de penser uniquement à régler uniquement des instruments de chauffage, aujourd'hui il faut avoir ce bâtiment, il faut le comprendre de manière relativement holistique et la qualité de l'air est une excellente approche pour comprendre immédiatement ce qui va se passer dans le bâtiment. D'un capteur de qualité d'air, on est capable de savoir avec quelques algorithmes derrière si le bâtiment a un problème d'étanchéité à l'air, par exemple. On peut savoir beaucoup de choses à partir de ces capteurs. Donc l'innovation, elle est en relation avec des besoins opérationnels, terrain en permanence. Merci beaucoup. Merci Marc, merci Bruno. Il nous reste quelques minutes pour les questions, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans le public pour Marc, Bruno, Boris. Je te passe le micro. Merci. Moi, c'était une question toute bête, c'est comment vous prenez en compte l'envie de l'utilisateur du bâtiment? Au sens où, moi, je préfère ouvrir la fenêtre qu'avoir la clim. À quel moment ça entre en compte dans les algorithmes et dans le futur du bâtiment connecté? Non, mais ça va être sur la vision, c'était ça. Déjà, effectivement, vous avez encore la chance d'avoir un bâtiment où on ouvre les fenêtres, parce que ça se voit de moins en moins. Mais après, sur la notion, c'est une demande quand même en collectivité ou d'asservissement des ouvrants à l'utilisation de la clim. C'est un des sujets, je pense que même vous, côté Jérôme, c'est quelque chose, voilà, un capteur d'ouverture de fenêtre, ça coûte à minima. Moi, je le vois là, c'est plus formellement de la qualité de l'air, mais c'est plus sur l'optimisation énergétique. Voilà, on ouvre la fenêtre, ça coupe le split ou la bouche dans la pièce. Le chemin est long juste sur ce point. Enfin, le génie climatique était traditionnellement peu outillé aujourd'hui. On a le groupe Hervance dans notre capitale, donc Francaire, Westisol Ventil, etc. Donc les CTA,
connais un peu sur ces points. D'ailleurs, je ne parlerai pas de leurs avancées parce que c'est eux qui en parleront. Mais c'est un travail de tous les instants d'aller discuter avec les acteurs du génie climatique pour leur dire aujourd'hui, c'est vous qui allez faire justement les pourcentages complémentaires de ce décret tertiaire. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez la clé de la performance énergétique de ces bâtiments. Très clairement. Une CTA qui fonctionne, on a encore eu le cas de figure cet été par exemple en free cooling, tout l'été, tu passes les données dans l'IA et puis tu te dis, il n'y aurait pas le bypass qui est fermé? Bah ouais, ça existe aussi, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi notre action à tout un chacun, à un moment donné, de se dire, oui, j'ai envie de le faire et j'ai envie d'y aller. L'innovation, elle vient de nous. Effectivement, je veux juste rajouter, comme on a construit notre bâtiment, on a pris en compte justement cette problématique-là. C'est de toujours laisser la main quand même aux occupants du bâtiment. Ça n'a rien de plus frustrant de dire on t'a réglé la lumière, on t'a réglé les volets, tu peux pas ouvrir la fenêtre et la clim est allumée. Donc ça, c'est la guerre sociale. Donc c'est toujours que l'occupant ait le dernier mot. Donc ok, on automatise, on essaye d'optimiser. Si à un moment donné, il veut ouvrir la fenêtre, couper la clim, voilà. Donc mettre des règles pour pas qu'il ouvre la fenêtre et que le chauffage ou la clim reste allumé, ça c'est pas bien. Donc ça, il faut le préserver. Mais voilà, que l'occupant ait toujours le moyen de bypasser l'automatisation parce que c'est son confort et c'est son envie d'être soit dans son bureau, soit dans son habitat, soit dans le musée, c'est plus compliqué. Voilà, merci beaucoup. Alors on n'aura pas le temps pour d'autres questions parce qu'on doit enchaîner avec d'autres tables rondes. Vous pouvez aller voir Marc et Bruno sur leur stand partenaire.